Enfin, moi, j'interviens plutôt pour des entreprises qui sont mid-cap. Après, en raison de mon domaine d'intervention, l'entreprise en difficulté, ça va dépendre un peu de la conjoncture économique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés dans le secteur du retail. Donc c'est tout ce qui est la vente aux consommateurs. Mais on peut avoir aussi des sociétés qui vont avoir des sujets liés à l'immobilier, donc du BTP, de la promotion. Ou alors, plus récemment, j'ai eu des sociétés dans le domaine de centres de santé. De mon côté, en tant que conseil, effectivement, en opération de M&A ou de private equity, je suis plutôt secteur agnostique. Néanmoins, avec une petite prépondérance pour les secteurs de l'énergie ou de la tech. Ce qu'on voit, c'est que dans les secteurs des sociétés de portefeuille, des fonds d'investissement qu'on conseille, on voit quand même quelques secteurs qui aujourd'hui ont peut-être un peu plus de difficultés, comme tu le mentionnais, le secteur des PropTech, qui sont les technologies liées à l'immobilier, ou également le secteur des FinTech, du fait de la récente crise des NFT. Donc la crise à laquelle je suis confrontée est plus particulièrement la crise de trésorerie. Donc ça va être un chef d'entreprise qui se rend compte qu'à court terme, 2-3 mois, il va avoir du mal à assurer le paiement des salaires ou le paiement des fournisseurs, le paiement de ses charges sociales, et qui donc vient nous voir pour essayer de trouver une solution. Ça va être le dirigeant qui se rend compte qu'il a un risque de breach de covenant bancaire parce qu'il n'est plus en mesure d'assurer une échéance et qui se rend compte qu'il va falloir qu'il renégocie avec ses banquiers. Ou ça peut être le fournisseur qui est confronté à un chef d'entreprise auquel il a fourni une prestation, qui a lui-même des difficultés et qui donc va chercher à avoir des garanties qui seraient des garanties suffisamment solides pour être à l'épreuve d'une procédure collective éventuelle. Et de notre côté corporate, on est confronté à aussi un grand nombre de crises, que ce soit des crises avec les actionnaires, comme par exemple la rupture abusive des pourparlers, dans le cadre d'un financement qui n'aboutirait pas. Mais ça peut être également le cas de la révocation d'un dirigeant, avec la mise en place du rachat de ses titres dans le cadre d'exercices de clauses de bad liver, qui sont effectivement des clauses assez délicates à négocier dans le cadre d'un remplacement de dirigeant. Mais on fait face aussi à des crises de créanciers, que ce soit effectivement avec les breaches de covenants, qui sont donc le non-respect des obligations dans les contrats bancaires, et donc qui vont entraîner la renégociation des contrats de financement avec les banques et voire effectivement des pénalités. Dans la mesure où ça fait un peu plus de 20 ans que j'exerce dans ce domaine d'activité, j'ai appris à détecter les signaux forts qui conduisent inévitablement une entreprise à la procédure collective. Après, la vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est pouvoir échanger avec le chef d'entreprise suffisamment en amont. Parce que c'est compliqué pour un chef d'entreprise de passer la porte d'un cabinet d'avocats et de venir avec un constat de difficultés financières. Alors que la réalité, c'est qu'on est là et pour les écouter et pour trouver des solutions, et qu'aujourd'hui, on a appris, avec les outils que nous donne le Code de commerce, à mettre en place des mesures de prévention grâce aux mandataires de justice et avec la bienveillance du tribunal de commerce qui nous permettent de renégocier, d'avoir des échelonnements pour le paiement des charges sociales ou des impôts divers, de pouvoir renégocier avec les fournisseurs. Donc on a une véritable capacité d'action sur les difficultés que pourra rencontrer un chef d'entreprise. Donc voilà, on utilise les outils du Code de commerce et on les met à la disposition du chef d'entreprise. Et nous, en tant que conseil en matière transactionnelle, notre rôle est bien évidemment d'anticiper les risques. La manière dont on les anticipe, c'est la rédaction des contrats, bien évidemment. Et ce qu'on a pu voir depuis 2 ou 3 ans, par exemple, dans le capital risque, ce sont des nouvelles clauses qui sont venues renforcer la protection des investisseurs, justement, pour éviter le type de crise financière dont Christelle vient de parler. 3 types de clauses qu'on a vu apparaître récemment. On a vu apparaître le full ratchet, qui permet aux investisseurs de se relever intégralement en cas d'un tour ultérieur à un prix inférieur à celui auquel il a souscrit, mais également des clauses de liquidation préférentielle qui permettent en fait à l'investisseur de récupérer sa mise quand ça va mal, mais également de toucher au prorata en sus de ce qu'il aura touché préalablement lorsque ça va bien.
Et troisième type de clause, c'est ce qu'on appelle le tranching, c'est ce qui permet aux investisseurs, au lieu d'investir immédiatement au moment du tour, c'est d'étaler leur investissement au fil de l'eau et en fonction d'un certain nombre de critères de performance qui ont été déterminés au préalable. Alors, il y a plusieurs types de risques en fonction du client qui vient nous voir. Il y a le chef d'entreprise. Quel va être, lui, son risque en tant que chef d'entreprise dans le cadre de la difficulté de son entreprise. Il va y avoir l'entreprise en tant que telle, puisque le chef d'entreprise, il vient qualité de dirigeant d'une entreprise, et puis il va y avoir le risque du créancier. Pour le chef d'entreprise, c'est extrêmement compliqué et à comprendre et à appréhender, parce qu'en fait, on a des chefs d'entreprise qui donnent énormément d'énergie, de temps et de passion dans la construction de leur société et de leur activité, et parce qu'ils vont être confrontés à une crise qui est conjoncturelle ou une crise qui est structurelle, vont pouvoir se voir reprocher des insuffisances d'actifs, on va pouvoir envisager une interdiction de gérer. Et donc l'objectif, dans ce cas de figure, c'est vraiment d'arriver à identifier quels vont être les risques potentiels auxquels ils vont être confrontés pour pouvoir anticiper et éviter que la suite de la procédure collective soit une éviction du chef d'entreprise qui n'aurait pas nécessairement été un mauvais chef d'entreprise, mais qui aurait mal su appréhender la crise en tant que telle. Ensuite, il va y avoir la crise de la société qu'elle traverse. Et l'objectif aujourd'hui de la loi française, c'est d'arriver principalement à sauver l'activité, les emplois et désintéresser les créanciers. Mais parfois, on se rend compte qu'en réussissant à faire adopter un plan de continuation par le tribunal, finalement, c'est une réussite parce que l'entreprise perdure, parce que les salariés vont continuer à avoir leur emploi. Mais il faut que ce soit suffisamment bien travaillé pour éviter que demain, il y ait une nouvelle cessation des paiements qui, en fait, serait pire que la première et qu'on aurait pu éviter potentiellement avec un plan de cession. Et ensuite, il y a le risque du créancier, parce que la procédure collective, c'est évidemment la société qui a des difficultés qu'il va falloir gérer, des emplois à sauver, mais il y a aussi un effet domino qui fait que les créanciers qui ne vont pas être désintéressés de leurs créances, eux-mêmes sont des chefs d'entreprise qui eux-mêmes vont pouvoir avoir des difficultés. Donc comment est-ce qu'on arrive à représenter des créanciers, à limiter leurs risques et à faire entendre leur voix dans le cadre de la procédure collective à laquelle ils sont soumis? Alors, on ne peut pas anticiper, bien évidemment, l'ensemble des risques dans le cadre de la rédaction de nos contrats, mais lorsqu'une société commence à présenter certaines difficultés, on peut déjà mettre en place un certain nombre de solutions, en tout cas de notre côté, du côté transactionnel, comme par exemple la renégociation de bridge loan, qui vont permettre à la société de tenir un peu plus longtemps, ou la mise en place d'un processus M&A. Mais ces solutions, finalement, ont des résultats généralement mitigés, et c'est pour ça que lorsque la situation s'aggrave, on va faire appel à Christelle pour ses compétences, effectivement, en matière de procédure collective. Une opération, typiquement, qui peut devenir une opportunité dans le cadre d'une situation de société en difficulté, c'est le rachat, effectivement, d'actifs ou d'une activité à la barre du tribunal de commerce. Ça peut être le cas, par exemple, d'un actionnaire minoritaire qui se verrait effectivement perdre une partie de son investissement et qui pourrait se récupérer, entre guillemets, dans le cadre du rachat de cette société. Et c'est là qu'effectivement nos deux activités combinées prennent tout leur sens. Et de la même manière, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous d'avoir le chef d'entreprise en amont qui vient avec un constat de difficulté financière, alors que c'est beaucoup plus simple pour son conseil historique que peut être Nicolas, de venir me voir et de dire que penses-tu des éléments que je te présente concernant la situation financière? Est-ce qu'il ne serait pas opportun de pouvoir organiser une réunion pour éventuellement envisager un certain nombre d'actions qui permettent d'éviter qu'une société devienne une société en procédure collective?